Bonjour à tous, vous savez, récemment on s'est intéressé aux applis anti-gaspi dont on entend de plus en plus parler. Alors, les deux acteurs les plus importants, les piliers, sont Too Good To Go, qui est danois, et Phoenix, des Français. Pour résumer, les deux ont développé des applications qui permettent aux gens de récupérer les invendus des magasins pour la moitié du prix. Ce produit est bon, il est simplement en date limite de consommation et donc il faut le manger rapidement. Et pour ça, on lui offre une petite réduction. Too Good To Go est leader sur la partie B2C. L'application a été téléchargée des millions de fois, vous la connaissez sans doute. Phoenix, par contre, domine dans la partie B2B. Grosso modo, ils ont aussi une application, mais en plus, ils accompagnent des entreprises genre Monoprix pour gérer leurs invendus. C'est plus une partie conseil. Et mine de rien, ce sont des boîtes qui ont des trajectoires complètement folles. C'est-à-dire qu'en 2014, les gars n'existaient pas, il y avait rien. Et aujourd'hui, t'as je sais plus combien de millions de repas, 60 millions de repas redistribués rien que pour Phoenix. Donc 60 millions d'invendus qui auraient été détruits, jetés, qui finalement sont remis dans le cycle. Alors, soit en les commercialisant pour 50% du prix, soit en les donnant à des assos. En tout cas, c'est un marché. Rien qu'en France, les pertes alimentaires représenteraient 10 millions de tonnes de produits par an, soit un marché évalué à 16 milliards d'euros. Et vous savez, ce qui est marrant dans toute cette histoire, c'est que le gouvernement met toujours des décennies à avancer. Là, par exemple, en 2022, ils vont commencer à aller au bout de la fameuse loi anti-gaspi de 2019, qui visait à empêcher les industriels de détruire les produits encore consommables. Ils ont mis aussi 20 ans pour que les gens se mettent à faire à peu près le tri sélectif. Et encore dans le tas, il n'y a que le quart qui est vraiment recyclé. Et eux, Phoenix, Too Good To Go retourne absolument toute la street, le secteur, la distribution, les modes de consommation en moins de 5 ans. C'est quand même assez fascinant. Bref, on a eu la possibilité de rencontrer Baptiste Corval, le directeur général de Phoenix, qui nous a reçus directement dans leurs locaux. On est revenu avec lui sur les coulisses d'une telle opération. J'ai emmené avec moi Clément et Louis, qui ont cofondé une boîte, elle aussi, dans l'écologie, qui s'appelle Captain Végétal, où ils végétalisent les espaces d'entreprise. On a pu parler écologie, greenwashing, mais aussi de toutes les questions autour de la façon dont ils ont géré la communication, l'internationalisation de leur boîte. Aussi, qu'est-ce que ça fait d'avoir un concurrent aussi sérieux que Too Good To Go ? Quelle responsabilité pèse sur toi quand t'arrives sur un marché aussi colossal ? Comment est-ce que t'arrives à ne pas être trop dépassé quand tu grandis aussi rapidement ? Parce que à la base, il y a seulement toi et ton pote, et puis un an plus tard, tu dois gérer 100 employés. Bon, voilà quoi, c'est une longue histoire. Moi, en attendant, je laisse la parole à Baptiste, qui va introduire Phoenix. C'est parti. Alors nous, chez Phoenix, donc c'est une startup qu'on a créée il y a maintenant 7 ans. Pour la faire courte, on a 2 gros piliers. On a un pilier qui est très B2B, où on va aider nos clients de la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire à gérer leurs invendus. On va mettre en place chez eux des services et des outils numériques afin de leur permettre notamment de donner à des associations caritatives, de les vendre à tarif préférentiel ou même encore pour les produits qui sont plus consommables par l'être humain, l'alimentation animale. Voilà, dans une logique de faire de la poubelle l'exception, comme on dit chez Phoenix. Et la deuxième partie de nos services, qui est beaucoup plus récente, qui date de début 2019, c'est une application mobile qui s'appelle Phoenix, que je sais que vous avez tous téléchargé, bien évidemment, ici dans l'Assemblée. Voilà, tu confirmes, c'est bien. Et qui vous permet à vous, en tant que consommateur, dans une logique de proximité, d'aller récupérer des paniers d'invendus, donc thématisés. Ça permet notamment aux commerçants de moins jeter ou de ne pas jeter le soir, et à vous de goûter leur plat à tarif préférentiel. Voilà. C'est marrant parce que moi, quand je parle d'entreprise dans l'écologie, je reçois encore des retours de gens qui me disent « Oh là là, ils font du capitalisme vert, en France, il n'y a plus rien à faire dans l'écologie parce que on n'a plus d'industrie, on a délocalisé notre pollution dans les pays du tiers-monde, il n'y a rien à faire, ces entreprises sont hypocrites, elles auraient un rôle à faire plutôt ailleurs ». Justement, moi ça m'intéressait déjà de savoir ce que tu pensais de ça et peut-être qu'on dépasse cette réflexion un peu primaire. Donc du coup, quel est votre diagnostic sur l'écologie actuellement ? Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'équation ? Et je propose qu'on commence par toi du coup, Baptiste, et puis les autres si vous voulez rebondir, c'est parti. Pour répondre à ta question, les mecs qui vont dire qu'on fait du capitalisme vert nous on a la chance chez Phoenix que notre chiffre d'affaires est complètement corrélé à l'impact qu'on a sur l'environnement, à notre impact social, puisque nous, on parle en repas sauvés, en nombre de tonnes de déchets évités. Donc, je vais dire un truc assez bateau, mais je pense que si toutes les grosses boîtes du monde avaient leur chiffre d'affaires corrélé à un impact qu'on espère positif sur la planète, je pense qu'aujourd'hui, on vivrait dans un autre monde.
Donc c'est pas du capitalisme vert, c'est juste de l'action et des faits concrets, quoi. Quand une entreprise gagne de l'argent, ça va pas direct dans la poche des actionnaires. Bien évidemment, c'est plutôt pour créer des emplois, pour améliorer ses outils, pour être de plus en plus performant et donc du coup par extension avoir de plus en plus d'impact. Donc la dimension de business, on ne doit pas en avoir honte, c'est clairement le bon outil ou le bon fuel dans la machine pour justement avoir de l'impact. Vous qui êtes tous dans l'écologie, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui vous agacent, en fait, qui sont dans ce même secteur et qui, selon vous, instrumentaliseraient un peu la cause et qui, au final, la desserviraient? Tu vois, c'est l'image d'un bloc de charbon avec un joli packaging vert. Ouais, c'est le greenwashing, mais ça, je pense qu'on en est tous témoins. Je pense que ça trompe personne et oui, évidemment, ça peut desservir la cause puisque maintenant, même certains grands groupes que nous, on peut accompagner et qui ont vraiment une vraie politique de changement profonde passent pour des greenwashers et se disent, ok, enfin les consommateurs ou les spectateurs de ça disent, ok, c'est du greenwashing, il n'y a pas d'action concrète derrière, etc. Donc, ils en sont victimes d'une certaine manière. Je dirais que le mal est fait. Après, derrière, il faut que ça empêche personne d'avancer, en fait. Je suis bien d'accord. Peut-être en deux mots, Captain Végétal, on est un super-héros de la végétalisation urbaine. On a une activité d'aménagement de toiture où on va aller mettre des jardins ou des espaces productifs d'agriculture sur les toitures en ville. Donc l'idée, c'est de faire pousser un maximum de jardins ou de champs productifs. Et une deuxième thématique qui est de végétaliser les intérieurs pour créer des espaces de vie qui soient plus verts, plus sympas à vivre. Et tu penses que les lois nationales ou européennes vont dans le bon sens et vont aider votre action et même d'autres sur d'autres thématiques écologiques? La solution ne viendra pas de ça. La solution, elle vient des entrepreneurs aujourd'hui, elle vient des entreprises aujourd'hui, elle viendra des entreprises futures et de tous ces gens qui aujourd'hui se creusent les méninges et se disent, en fait, je veux donner du sens à ce que je fais au quotidien, je veux donner du sens à mon entreprise et c'est comme ça que ça change. Il faut que ça soit une lame de fond en fait. Et aujourd'hui, avoir des valeurs écologiques, c'est important pour maintenant, mais c'est surtout important pour ce qu'on va transmettre à nos enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, trier ces déchets, ça changera la face du monde? Probablement pas, parce que c'est pas fait à grande échelle, parce que comme tu disais, il y a plein d'endroits sur Terre où il y a une pollution incroyable et c'est très compliqué, mais c'est important de le faire aujourd'hui, d'en être convaincu, parce que c'est quelque chose qu'on transmettra à nos gosses demain. C'est quelque chose qu'on transmettra à notre entourage. Et ça ne va pas changer tout de suite, mais avec le temps, petit à petit, peut-être que ton gamin qui sera ultra sensible à ça, il sera, DG de Total et qui révolutionnera complètement l'entreprise parce que tu l'auras inculqué ces valeurs-là. Et c'est en ça que c'est important d'y croire. C'est probablement pas la solution court terme, mais sur le long terme, à travers cette transmission et à travers cette évolution, c'est ça qui est extrêmement important. Est-ce que tout le monde peut être écolo? Parce que on a pendant longtemps dissocié le pauvre qui lui fait de l'écologie sans trop le savoir parce qu'effectivement il n'a pas les thunes pour partir 10 fois, pour prendre l'avion 10 fois par an, se dorer la pilule au soleil. On l'a longtemps dissocié d'une sorte de petite élite qui, elle, aurait les capacités de pouvoir manger local, bio, durable, responsable, enfin tout ce qu'on veut. Est-ce que, du coup, toi, Baptiste, tu as des métriques qui montrent que la tendance a peut-être changé? Est-ce que tout le monde peut se permettre alors j'allais dire d'être écolo, c'est pas vraiment d'être écolo, c'est plus du bon sens, quoi. Je pense qu'il faut arrêter avec ce terme écolo, en fait. Aujourd'hui, c'est pas être écolo, c'est juste être logique. Pour répondre à ta question, est-ce que aujourd'hui, tout le monde peut rentrer dans cette démarche-là, consommer responsable, etc., etc. En vrai, je pense pas. Tu vois, si tu veux mon avis aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent se le permettre. Probablement qu'autour de la table, on peut se le permettre. C'est moins le cas pour certaines personnes et c'est aujourd'hui, je pense, un frein à ça. C'est que d'une certaine manière, les problématiques environnementales ou autres, elles concernent tout le monde. Mais il y en a qui vont avoir des problématiques beaucoup plus immédiates. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un qui galère, qui a 2 jobs, qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts en fin de mois, d'aller acheter plus cher ses pommes pour qu'elles soient locales ou son poulet, que ça soit un poulet label rouge d'un truc qui a cavalé dans la forêt. On s'en cogne en fait. Le mec, il est là parce qu'il a des problématiques à court terme qui sont pour lui beaucoup plus importantes. Et je pense que ça, il faut en avoir très conscience en fait. De se dire qu'aujourd'hui, ouais, c'est facile. Non, c'est pas facile. Il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est vraiment pas facile. Et je pense que c'est justement
en développant des initiatives, en se creusant vraiment les méninges pour justement associer l'écologique à l'économique, qu'on arrive justement à faire changer, à permettre à tout le monde de participer à la démarche. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat. Si jamais demain tu me dis j'ai une super idée pour réduire l'impact environnemental de l'être humain sur Terre, mais par contre ça coûtera plus cher, je te dis ton projet c'est drawing dead, il marchera jamais, tu vois. Et il faut juste avoir ça en tête. C'est une composante qui est pas facile, qui est une barrière pour beaucoup de choses, mais ça avance de plus en plus. Et on y arrivera un jour. Et du coup, là, vous avez combien de collaborateurs Aujourd'hui, on est un peu moins de 200. Il y a simplement Jean qui est ton cofondateur, c'est ça? Oui. C'est pas trop pesant, en fait? Comment vous faites pour pas être dépassé par la croissance parce que vous êtes lancé en 2014, en fait? On s'est lancé en 2014. Après, on dit souvent qu'il faut avoir du courage pour monter sa boîte. C'est faux. Il faut avoir du courage pour faire un taf de merde et y aller tous les jours alors que tu sais que tu vas te faire chier. Ça, c'est très clair là-dessus. Mais surtout, l'entrepreneur, il prend limite autant de risques, voire moins de risques que le salarié qui, lui, met, entre guillemets, sa carrière entre parenthèses, qui accepte d'être stagiaire pour la 15e fois consécutive ou qui accepte d'être freelance pendant 2 ans, le temps que tu aies le chiffre d'affaires suffisant pour faire des CDI. Et comme tu dis, ces mecs-là, tu leur dois beaucoup. Sinon, tu as un gros concurrent, Too Good To Go. Est-ce que t'aimes qu'on te compare à Too Good To Go, genre Phoenix, c'est comme Too Good To Go, mais voilà. Mais c'est mon discours commercial. En fait, Phoenix, comme je disais tout à l'heure, on a 2 piliers. Sur la partie B2B, on est plutôt, franchement sans prétention, je pense qu'on est plutôt leader sur ce marché. On essaie en tout cas de driver l'innovation. On a vraiment un angle d'attaque qui est assez propre à Phoenix. Donc, je dirais, tu as les inconvénients. Tu as un avantage avec le premier, le leader, ce qu'on appelle le first mover. Parce que du coup, tu es beaucoup plus en vue, enfin voilà, tout le monde te connaît, tu drives l'innovation, les autres essayent de te suivre un petit peu, de te rattraper. C'est l'inverse, comme tu le disais, sur la partie B2C. Là, on est plutôt second mover, c'est-à-dire qu'on est derrière Too Good To Go, qui est déjà une montagne, qui est déjà extrêmement connue. Être le 2e ou le 3e sur un marché, c'est une position qui est assez, je dirais, intéressante sur certains points. C'est que notamment, quand tu vas voir un restaurateur pour le démarcher, tu lui dis « Salut, tu connais Too Good To Go ?» Il va te dire « Évidemment !» Et toi, tu lui dis « Nous, c'est pareil, en mieux. » Voilà. Alors qu'avec Phoenix, quand tu dois expliquer le concept à un mec qui n'a jamais entendu parler de ce que tu fais, mec, tu sors les rames pendant quelques heures pour signer un contrat, quoi. Et c'est un des avantages aujourd'hui, en plus de justement voir ce qui marche pas chez lui, et de tweaker ton produit pour le différencier. Parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui de nous différencier par rapport à Too Good To Go, et on met en œuvre beaucoup de choses aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc cette question de se comparer à Too Good To Go, on n'en a pas honte, enfin nous on le fait quotidiennement, tu vois ce que je veux dire. On a besoin de se comparer, on a besoin d'être challengé finalement par ça. Donc non, on est très à l'aise avec ça, on est très à l'aise avec la concurrence. C'est un super driver, la concurrence. Je veux dire, ça insuffle une énergie qui, si c'est fait correctement, elle est très positive, et moi je suis persuadé que c'est indispensable. Vous avez exporté votre modèle donc, dans plusieurs pays européens, c'est ça? Comment vous faites en fait pour exporter ce modèle? Est-ce que c'est la stratégie à la Uber, du genre on ouvre ville par ville? Comment vous faites déjà, est-ce que ça fonctionne? Et si oui, comment vous faites pour que ça fonctionne? Alors ça fonctionne bien, ça a mis du temps chez Phoenix l'International. Dans les faits, c'est pas un sujet sur lequel on a été très bon et très bien. Enfin, c'est pas un sujet où vraiment qu'on a maîtrisé dès le début. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et effectivement, c'est un peu une stratégie de ville par ville. Où on crée une squad d'un pays, tu as un country manager, tu as des sales, tu as un relais com, il y a des fonctions que tu centralises au siège, etc. Donc c'est assez, tu fais ton playbook en fait. Après derrière, tu regardes sur ton pays principal quels ont été les chiffres pour fixer les objectifs et les perspectives sur les autres pays. Et après derrière, tu mets en œuvre les budgets marketing, le nombre de personnes, etc., etc. Mais c'est une approche ville par ville. Et est-ce que vous avez constaté des différences de mentalité entre ces différents pays que vous essayez de... En termes de mentalité, je pense que le gaspillage, c'est un sujet pour tout le monde, et on ne s'est pas dit, tiens, on a été dans tel pays et les mecs s'en foutent, ou c'est pas ce qu'on a constaté en tout cas. Après, t'en as qui ils sont plus sensibles que d'autres, t'en as qui sont plus, on va dire... plus sensible à la technologie aussi, tu vois. Le concept d'une application ne marche pas dans tous les pays. Je veux dire, tu as même un truc qu'on a, entre guillemets, découvert à nos dépens, c'est que
Tu as des pays où le taux de bancarisation, donc de personnes qui ont un compte bancaire et donc une carte bleue, est assez faible. Donc du coup, toi, tu arrives avec ta super app en disant coucou les gars, vous faites des paiements sur Stripe, full à distance et tout. Bah non, en fait, le gars, il a une liasse de billets, il te dit mais je paye comment, tu vois. Donc t'as des problématiques comme ça qui sont liées à l'économie du pays, qui sont des problématiques culturelles, mais il faut trouver des solutions. Nous, sur notre partie d'aménagement de toiture, on va être en discussion avec des promoteurs immobiliers, avec des grandes foncières, avec des départements, etc. Est-ce que tu saurais peut-être nous orienter ou nous conseiller sur des petits hacks de conversion de ces grands comptes quand on est la petite structure que nous sommes avec l'âge qu'on a? J'ai pas vraiment de hack à te proposer, mais les conseils que je peux donner, c'est qu'il faut être très présent, il faut les rencontrer souvent, il faut, je pense, être très concret d'une certaine manière. Et après, je pense pas se bloquer sur une seule porte d'entrée en disant, bah moi, je suis sur des sujets de qualité de vie au travail, donc c'est que, je sais pas, la RSE ou la fondation ou je ne sais quoi. C'est vraiment se dire, bah voilà, comment avoir les gens qui sont très opérationnels, effectivement, aller voir la RSE, etc., qui n'ont pas forcément, enfin en fonction des groupes, on peut ou pas de pouvoir. Et puis derrière, justement, bah, attendre de tomber sur la bonne personne. Nous, on a closé des deals avec des grands groupes assez vite parce qu'on a eu la chance de tomber sur la bonne personne. Comment vous en sortez, vous, au niveau marketing, communication vous vous appuyez sur quel support je sais pas, vous avez jamais mis d'affiches dans le métro ou des trucs comme ça? Bien sûr que si, on a fait, en plus ce qui est marrant c'est qu'on a fait des affiches dans le métro, on a fait du street marketing avec de l'affichage sauvage, on a fait de l'affichage dans les abris de bus, donc... Et comment tu fais pour savoir si ça a marché, vu que c'est... Il y a des trucs où on sait que ça n'a pas marché. Franchement, on a eu une belle opportunité, j'essaie de me souvenir, c'était en 2019 de faire... L'application avait genre 6-7 mois, tu vois, de faire un affichage dans le métro et on avait mis un code promo sur l'affiche, donc on était super contents, on avait fait des photos devant les affiches, ah, c'est cool. Donc en termes de team building, c'était incroyable parce que tu vois, t'as une affiche dans le métro, donc t'es trop content, tu vois. Et après, on a regardé combien de fois le code promo il avait été utilisé, mais genre... si je te dis 20 fois, limite, non, mais c'était... Mais pas parce que les gens n'avaient pas vu l'affiche. Je pense que le code promo, il devait être... je pense qu'on l'avait mal mis dans l'affiche, ou j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, l'impact n'est pas game changer, tu vois. On ne s'est pas dit, wow, on a fait une campagne d'affichage dans le métro, on est les rois du monde et tout. Loin de là, ça nous a un peu remis un peu les pieds sur terre, tu vois. Donc, en termes de marketing, on va utiliser les canaux traditionnels. Facebook, voilà, exactement. Il n'y a pas de mystère. Après, tu essayes d'être un peu plus malin sur tes contenus. Nous, on communique beaucoup sur le fait que Phoenix, ce n'est pas qu'une application, tu vois ce que je veux dire. Nous, on est persuadés que pour réduire le gaspillage alimentaire à zéro, tu ne peux pas juste le faire en faisant du don. C'est-à-dire que si Phoenix, quand on faisait que du don, avait dit bah nous, c'est bon, on va tuer le gaspillage alimentaire, c'est un mensonge. Parce qu'il y a plein de produits que tu ne peux pas donner, que tu es obligé de trouver une vie différente. Donc c'est pareil pour une application, tu vois, tu peux pas forcément vendre tous tes paniers, donc il y a des paniers qui doivent être donnés à un moment ou à un autre ou qui doivent terminer autre part qu'à la poubelle. Donc c'est là où on s'est dit, bah, en fait, on va élargir notre gamme de services parce qu'il y a besoin qu'on soit le chef d'orchestre pour l'ensemble de ces services. Au début, on avait essayé de le faire en partenariat, enfin on a été en partenariat pendant longtemps avec Too Good To Go au tout début de leur venue en France, enfin de leur développement en France. Et voilà, ça n'a juste pas marché parce que, bah, au bout d'un moment, tu as deux boîtes différentes, les intérêts sont, on va dire, pas alignés. Donc là où Phoenix veut faire du don, Too Good To Go veut faire des paniers. Et ben voilà, pour réduire le gaspillage à zéro, il faut avoir de la bonne intelligence et faire un peu de dons, des paniers, l'alimentation animale. Et ça Quand marche. tu dis du don, c'est le don aux assos. Aux associations, exactement. Et à partir de quand vous êtes intéressé à envoyer les déchets pour les animaux? Enfin, utiliser les déchets pour Très rapidement, en fait, nous, nos clients, c'est la grande distribution qui est un secteur hyper intéressant quand tu lances une boîte parce que c'est des gens qui sont assez durs en affaires, ça évidemment, mais qui te challengent beaucoup, tu vois. C'est-à-dire que, mine de rien, ils ont cœur à faire évoluer ton service, tu vois. C'est pas genre, ton service, il leur plaît pas, ils arrêtent, tu vois. Il y en a très peu qui fonctionnent comme ça, c'est pas comme dans les films, on n'a pas affaire à des requins ou autres. Au contraire, des gens qui sont assez loyaux. Et qui nous ont beaucoup apporté à Phoenix, qui nous ont beaucoup challengé. Donc du coup, bah,
quand tu fais du don, tu te dis l'année prochaine, tu n'as pas envie de retourner voir le mec pour re-signer le contrat sur la base du même service. Tu as envie de proposer autre chose, tu vois. Ça te pousse à justement innover. Et donc, du coup, l'alimentation animale est arrivée très vite dans la logique de Phoenix, puisque une fois que tu as mis en place du don qui marche bien, qui est efficace, donc les associations récupèrent les produits qui sont consommables, tu regardes ce qui reste dans la poubelle, et ce qui reste dans la poubelle, généralement, c'est des produits qui sont plus consommables par l'être humain. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on s'est dit, qui peut être intéressé par ça, et on a appris que les zoos peuvent s'en servir, on sait ce que mange un ours, on sait ce que... Enfin, voilà, on s'est renseigné, et finalement, on a mis en place des trucs, ouais. Et tu sais, en particulier, moi, admettons, j'ai des produits périssables qui sont en fin de course. Est-ce qu'il y a un système, peut-être chez vous, ou peut-être à une ampleur plus petite, où je peux aller apporter ces aliments qui serviraient à d'autres ? C'est pas une démarche qui est très facile parce que, si tu veux... alors, ce qui est marrant, c'est que historiquement, l'idée à la base de Phoenix, c'est celle-là, en fait. D'accord. C'est chez toi, quand tu déménages, quand tu vas en vacances ou autre, il te reste des produits dans un frigo, même quand tu fais la fête, il te reste des produits. Comment tu peux les redonner directement à des associations ou à des SDF dans la rue. Et ça, en fait, tu as beaucoup de contraintes autour de l'hygiène et de la sécurité qui rendent ça très difficile. Et je ne suis pas sûr et certain que les associations seraient hyper enjouées à l'idée que tu en trouverais certainement qui accepteraient parce que, bien évidemment, tu es bien intentionné, etc. Mais je pense que ça se fait difficilement. Après, derrière, tu as plein de solutions pour l'échange entre voisins, etc. etc. Et tu as des applications qui sont déjà là-dessus. Mais c'est vrai que dans beaucoup de pays, tu as une loi qui s'appelle la loi du bon samaritain, où en fait, qui dit tout simplement qu'à partir du moment où tu as une volonté bienveillante, quand tu veux faire le bien, et effectivement, si tu donnes à manger avec ce qui reste dans ton frigo à un SDF, s'il lui arrive quelque chose, ça ne sera pas de ta faute, parce qu'on part du principe que tu étais bien intentionné. Tu n'as pas cette loi en France, donc du coup, je veux dire, c'est à tes risques et périls, entre guillemets, tu vois, même si j'ai jamais entendu d'histoire de mec qui a été en tôle parce qu'il a donné tel ou tel truc à un sans-abri. Mais du coup, voilà, en termes de... Légalement, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Mais après, derrière, si tu as une association à côté de chez toi, je suis presque sûr que tu peux discuter avec eux et les aider de plein de manières différentes. Ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet, quoi. Sinon, pour finir, moi, je voulais savoir si tu avais des métriques phares chez Phoenix depuis la création en 2014 que tu aimerais partager. Oui, des métriques phares. Alors, il faut que je me rappelle des nouvelles métriques parce qu'on les met à jour régulièrement. Et si je donne les mauvaises, j'ai ma directrice de la communication qui va me taper dessus. Mais Phoenix, c'est 100 000 repas sauvés par jour. Donc, ça, c'est quelque chose dans lequel on est ultra fiers. On doit être à 60 millions de repas redistribués. Enfin, ouais, ça, c'est un peu... En fait, Phoenix, on a un reporting financier qu'on présente aux investisseurs, mais nos investisseurs et même tous nos collaborateurs sont aussi très demandeurs de ce qu'on appelle le reporting extra-financier, qui reste pour nous vraiment un très bon driver. Ok, super. Je pense qu'on va conclure. Merci à tous d'avoir joué le jeu. C'était vraiment top de te rencontrer, du coup, Baptiste. Et puis, sur ce, nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Pouce bleu! Pouce bleu!